Salut les gourmands, j'ai enfin trouvé un petit moment de calme et de tranquillité dans le travail pour pouvoir faire une petite vidéo sur l'irrigation. Donc ça fait un moment que je voulais vous présenter un petit peu ce que j'ai mis en place. C'est un travail très conséquent qui m'a pris plusieurs semaines, beaucoup d'heures de recherche forcément pour comparer le matériel, les raccords et j'en passe et des meilleurs. D'abord je voulais vous remercier tous parce que c'est simplement grâce à vous que je suis en mesure de pouvoir investir sur tout ce matériel, d'améliorer le fonctionnement de l'irrigation et de vous faire cette petite vidéo parce que clairement le temps que je passe là c'est du temps de travail, donc on peut considérer que ça fait partie de la vie de la pépinière. Alors j'essaierai de faire un peu plus de vidéos à l'avenir, c'est pas évident parce qu'ici j'ai des voisins un peu partout et forcément il y a souvent du bruit, je suis près du centre de la commune, donc voilà, en fonction d'eux je peux pas toujours faire ce que je veux, et puis bon voilà, les heures de travail vous savez ce que c'est, mais voilà. Donc pour vous présenter un petit peu la chose, j'ai ici installé deux cuves tampons de 1000 litres chacune, donc 1 m3. Pour l'instant, il n'y en a qu'une qui est fonctionnelle, mais je vous expliquerai pourquoi après. En bas, du coup, on a les raccords qui viennent ici pour rejoindre un T. Donc on voit les deux cuves ici qui alimentent la même ligne, qui du coup est récupérée par cette pompe qui fait du 5000 litres par heure, ce qui est franchement pas mal, et qui sort 5 bars, qui est beaucoup trop, beaucoup trop, pour les lignes d'irrigation. Donc je vous explique. Ici, j'ai installé un filtre, tout simplement parce que c'est assez problématique par rapport aux éventuels dépôts qui pourraient rester dans la cuve, parce que ces cuves-là, c'est de la cuve d'occasion, forcément, et il y avait eu de la mélasse, du sucre, ce genre de choses à l'intérieur, donc c'est pas du tout chimique, c'est pas problématique, mais les éventuels petits dépôts qui sont difficiles à nettoyer, il fallait forcément que je mette quelque chose pour éviter de venir embêter la pompe derrière. Donc le filtre. Ensuite, on a le tuyau d'aspiration de la pompe. Très important de jointer, évidemment, parce que sinon, derrière, c'est une horreur au niveau des fuites, c'est ingérable. La pompe qui elle-même est équipée de son propre filtre, donc très pratique pour filtrer certaines impuretés, mais c'est pas suffisant pour tout ce qui est petits dépôts, etc., éventuelles algues, etc. Donc, ensuite, ici, j'ai le vase d'expansion. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi j'ai installé ça, parce qu'au début, je l'avais pas, et ça causait pas mal de problèmes. On retrouve du coup derrière la sortie de la pompe. Donc à la base, on avait deux sorties, donc une pour le vase d'expansion et une pour les lignes. Donc sur les lignes, du coup, j'avais rajouté un autre filtre, donc qui sera là de toute façon par la suite, lui, toujours posé ici, dans tous les cas, au cas où il y aurait un éventuel problème. Un réducteur de pression, parce que 5 bars c'est beaucoup trop pour les lignes qu'il y a là-bas. Pour être clair, les tuyaux sont capables de tenir, je crois, jusqu'à 4 bars. Et les goûteurs que vous pouvez voir là-bas, je crois, il me semble que la limite c'est 2 bars et demi, donc c'est beaucoup trop. Donc lui, il est réglé à 2 bars et demi. On règle la pression avec ce petit écrou. Et cet écrou, cette vis. Et ensuite, en sortie, on a ce qu'il faut. Donc là-dessus, j'ai des électrovannes à membrane, qui sont assez accessibles, c'est à peu près du 20 € pièce, mais le problème c'est que contrairement aux électrovannes mécaniques, elles ont besoin d'une certaine pression pour pouvoir tenir. Donc quand on n'a pas au minimum un bar, on a un écoulement permanent avec, contrairement aux électrovannes mécaniques. Ce qui me posait un souci, parce qu'en fait je me suis aperçu que cette pompe, malheureusement, avec la pression engendrée par les cuves qui est ici, forcément, ça pose un petit souci. En fait, j'explique. Enfin, on doit générer pas grand-chose, ça doit être 0,2 ou 0,3 bar avec la hauteur qu'il y a. Mais malheureusement, la pompe n'est pas autobloquante, c'est-à-dire que l'eau va passer ici à travers avec la gravité, et le peu de pression qu'il y a va faire ressortir l'eau par ici, sans même que la pompe ne soit en fonctionnement. Donc c'est très bien dans un sens parce que ça fatigue pas la pompe tout simplement pour l'aspiration, elle force pas du tout. Qu'elle soit auto-amorçante ou non, ça fonctionne, c'est l'avantage. Dans tous les cas, les cuves vont suffisamment envoyer de pression derrière pour réenclencher le tout. Mais comme ce sont des électrodes à membrane, qu'elles ont besoin d'une pression minimum, ça pose souci parce que la pression minimum n'est pas atteinte. Donc le vase d'expansion, je l'ai installé sur la deuxième sortie de la pompe ici. Vous pouvez voir, je peux le lever pour montrer. Alors j'avais que ça pour l'instant, ça dépanne bien. Plus tard, j'essaierai de faire un système où ce sera fixe au-dessus, mais là voilà. Donc, comme ça va très bien. Ce vase d'expansion, du coup, il a une membrane à l'intérieur qui est gonflée à 1 bar 1, ce qui est suffisant pour fonctionner et pouvoir faire tampon par rapport aux électrovannes. Normalement, on met plutôt un vase d'expansion pour avoir un petit peu d'amplitude et pas être obligé de toujours rallumer la pompe incessamment lorsqu'on allume un peu d'irrigation. Mais en fait, les besoins ici sont tellement conséquents que même si j'avais mis, allez, au lieu de 12 litres, si j'avais mis, je sais pas, 48 litres ou même plus, ça n'aurait pas servi à grand chose, ça n'aurait pas fait une grosse différence. Donc moi, ce qui m'importait, c'était pas tant le fait de soulager la pompe, parce que de toute façon, elle est bien soulagée par rapport à ça, c'était de faire en sorte qu'il y ait suffisamment de pression
là-dedans, pour ne plus que ça sorte derrière, parce que la première fois, ça m'a fait tout drôle, j'ai vidé la cuve comme ça, j'ai vu qu'il y avait un écoulement, et puis bah voilà. Donc, pour faire clair, pour faire simple, donc je reprends sur le régulateur de pression qui est à 2,5 bar. Ici, on a une nourrice ou un peigne, il y a plusieurs noms par rapport à ça, qu'on peut augmenter, c'est-à-dire qu'on peut rajouter une autre nourrice derrière en plus. C'est ce que j'avais l'année dernière. À l'origine, j'avais 4 lignes dessus. Parce que l'année dernière, j'étais sur des tuyaux de 20 mm, alors qu'ici, je suis en 32. C'est pour ça que cette année, j'ai tout refait, parce que clairement, j'ai fait beaucoup plus de plans que l'année dernière. L'année dernière, j'ai fait un peu les choses dans l'urgence, et il fallait que je place comme je pouvais pour pouvoir me dépatouiller avec ça. Mais de toute façon, ces lignes ne seront pas perdues, je vous les montrerai tout à l'heure. Ce qui s'est passé aussi cette année, c'est que j'ai eu des soucis sur les pommiers et les poiriers, donc j'avais expliqué ça sur un post sur Facebook. J'ai eu bien moins de plans que prévu, donc j'ai une ligne qui a quasiment sur la moitié sauté. J'ai pas grand chose dessus. Donc sur une ligne, j'ai à peu près 650 plans. Là, je dois avoir à peu près 100 120 plans de plus. Donc, je dirais qu'on peut atteindre à peu près les 800 pieds sur une seule ligne en 32 avec 2,5 bar de pression. Mais voilà, 5000 litres par heure. Hein. Alors il y a un petit peu de perte de charge forcément avec le filtre ici, le réducteur de pression, mais c'est pas grand chose, hein, franchement. Donc dessus, sur une seule électrovanne ici, j'ai mis ces deux lignes-là, donc la ligne qui est ici et la ligne qui est là-bas. Et sur les autres, chaque ligne a sa propre irrigation. Donc on contrôle les électrovannes ensuite avec un petit module que je vous présenterai par la suite. Mais voilà. Donc sur le principe, on part ici sur les lignes, hein, c'est pour vous présenter un petit peu les choses. Donc on a le kit, les goutteurs, le microtube et ce que j'appelle une encre, on va dire, parce que je ne sais plus le nom exactement ce que c'est, qui permet d'éviter ce qu'on a fait l'effet de goutte. C'est-à-dire que quand les mottes, par le plus grand des malheurs, elles en arrivent à sécher, souvent quand on irrigue, ça perle dessus au lieu d'absorber. Ça permet d'éviter ce problème-là du coup. Et puis du coup on irrigue aussi au cœur de la motte, ce qui permet d'en faire des éponges. Donc la base, ça a été du coup d'assembler ces goutteurs avec ces tubes et ces petites encres. Ça m'a pris un temps conséquent, hein, je vous laisse imaginer sur 2500 à faire, donc il faut aussi couper les microtubes, enfin voilà, c'est un boulot, un sacré boulot. Pareil ici de ce côté-là, il a bien fallu que je fasse tous les trous à la main tout le long, donc ça représente à chaque fois à peu près 650 trous, là, un peu moins, mais sur les autres lignes pareil. Et évidemment les enfoncer aussi, ça n'a pas été une mince affaire. Donc je conseille toujours de faire ça par temps chaud, quand les tuyaux sont un petit peu plus souples, parce que c'est du polyéthylène basse densité. Le rigide, c'est plutôt pour les canalisations d'eau potable, etc. Et là, c'est de l'installation temporaire parce que voilà, la pépinière qui est ici, elle est d'appoint, hein, elle n'est pas vouée à rester sur ce lieu tout le temps. J'attends toujours le terrain. Mais voilà, pour vous présenter un petit peu les choses, vous pouvez voir que c'est un sacré travail, hein, énormément de lignes. J'en ai eu pour plusieurs semaines de boulot et un cagnard forcément pas possible avec le soleil, hein, vous voyez bien. Ça cogne très fort en ce moment, on est en pleine canicule. Donc j'ai aussi acheté un parasol, parce que clairement ça devenait infernal. Tant que j'étais là, en fait, j'ai pu jouer avec l'ombre de l'arbre qu'il y a derrière, et me déplacer au fur et à mesure de la journée pour avancer à ce niveau-là, mais là avec ça c'est juste pas possible. Donc le parasol m'a été très utile, j'ai eu en promotion pareil, et encore merci à vous, parce que du coup c'est grâce à vous qui m'achetez les plans que je peux investir dans tout ça, et puis avancer progressivement et gagner un petit peu de confort, parce que c'est vraiment très dur de travailler en plein cagnard. Ici on a les anciennes lignes ayant des tubes de 20 mm que j'ai conservé quand même de côté, parce que mine de rien, elles ne seront pas du tout perdues. Alors vous voyez, l'avantage c'est que sur ce format là, alors j'avais vraiment galéré à les mettre parce que c'était pas le bon diamètre par rapport à ces petites encres, mais j'avais quand même réussi à le faire. L'avantage c'est que contrairement aux goutteurs classiques qu'on met directement même sur les tuyaux et qui vont venir faire un petit jet tout autour, là je vais pouvoir diriger directement là où je veux que l'irrigation arrive. Donc sur les plants, les pieds mers, les arbres fruitiers ou même le potager, enfin voilà, tout est possible. Donc c'est pas perdu, il n'y a pas de souci par rapport à ça, on peut se dépatouiller. Ensuite, j'explique un petit peu pour le système. Pour l'alimentation. L'alimentation en eau, en fait j'ai fait ici deux entrées. Une entrée pour le puits du voisin qui généreusement me donne l'accès à son eau parce que notre puits malheureusement n'est pas tout le temps en eau. Il n'y a pas de veine qui l'alimente, ou en tout cas c'est peut-être bouché. Du coup il est rapidement vide en été, et notre puits à nous. Donc évidemment pour éviter de contaminer les deux, on met des clapets anti-retour. Éventuellement on peut mettre l'eau du réseau ici si vraiment en cas d'extrême urgence, pour pas laisser mourir les plantes tout simplement, hein, mais c'est vraiment du dernier recours et c'est pas du tout ce que je veux faire. Donc clapet anti-retour pour empêcher tout retour éventuel vers un autre réseau, que ce soit un réseau d'irrigation classique, potable ou d'autres puits. On va éviter de contaminer les uns les autres. Ensuite ça part vers
ce tuyau qui a un stop ici et un pistolet de l'autre côté pour pouvoir faire en sorte d'irriguer en permanence quand il y a besoin à la main pour nettoyer des petites choses, etc. Une électrovanne qui du coup elle en sortie va venir alimenter la cuve qui est ici. Donc je vous montre un petit peu histoire que vous puissiez voir. Donc là l'électrovanne, toutes les électrovannes sont équipées d'une petite vis qui permettent, si on ne passe pas par un programme sur le téléphone ou sur un ordinateur ou quoi que ce soit, ou sur une programmation, en secours de faire une ouverture manuelle. Donc voilà, vous allez voir, ça va agiter un petit peu. Hop, voilà. Et là, on entend. Hop, je vais venir dépatouiller ça. Comme ça. Voilà. Hop. Donc voilà, c'est sur le tas. Donc là, on peut voir que la cuve n'est pas totalement remplie parce que j'ai un petit peu puisé dedans tout à l'heure pour arroser. Donc on a le tuyau qui monte ici, un raccord rapide parce que c'est important de ne pas galérer pour enlever et remettre les tuyaux quand il y a besoin. Une sortie d'air, une entrée d'air nécessaire pour éviter que forcément la cuve ne soit sous dépression ou sous pression quand j'arrose ou quand je la remplis, avec une grille anti-moustique, important. Le couvercle, malheureusement, j'avais un ensemble en fait avec le flotteur qui est en dessous, flotteur qui est très pratique du coup parce que quand la cuve forcément monte à un certain niveau, automatiquement ça arrête de se remplir, et ça c'est vital. Parce que sinon ça déborde forcément et puis ça va, c'est pas mal de soucis. Le couvercle d'origine, malheureusement, c'est pas toujours standard en fonction des fabricants. Là, je crois que c'est Moser qui fait ça sur cette cuve-là. Et j'ai eu des problèmes lorsque j'ai acheté mon couvercle. Ça fonctionnait pas bien. Donc j'ai dû percer celui d'origine pour installer les équipements qu'il y avait dessus. Donc je vais refermer ici. Voilà, c'était pour vous montrer. Hop. Et là, normalement, voilà, on n'entend plus le bruit, ça arrête de couler. Là, c'est pareil. De ce côté-là, si j'ai besoin, je peux ouvrir n'importe quelle ligne. Donc là, on va ouvrir par exemple la ligne numéro 1, où il y a des premix. Voilà. La pompe se met automatiquement en marche. Et là, on va pouvoir aller voir ce que ça donne. Hop. Alors, je ne sais pas si vous entendez le bruit, très léger. Mais voilà. Donc là, on est sur des goutteurs de 2 litres heure. Ce qui est très largement suffisant, de toute façon, pour tout type de pot en pépinière en général. Du moment qu'on fait ça régulièrement et proprement, qu'il ne faut pas attendre que les mottes soient sèches, ça ne devrait pas poser de soucis. Donc là, j'avance, je vous montre un petit peu vers le centre aussi. Voilà. Donc là, pareil, on a un débit à peu près similaire, même très très bon. Voilà. Et sur le bout, c'est pareil. Vous voyez ? Donc ça m'a permis d'économiser énormément d'eau, parce que pour l'arrosage, clairement, quand je faisais ça à la main, déjà, ça me prenait un temps de dingue. Hein. Le faire à la main, c'est au moins sur 2500 plants, presque 2 heures de boulot, parce que souvent, le soir, les plants ont soif. Et en fait, il faut attendre que tout l'air soit remonté suffisamment, repasser plusieurs fois avec le tuyau d'arrosage, etc. pour faire en sorte que... L'arrosage aérien, ça pose des soucis forcément. Attendez, je vais éteindre ça. Hop, voilà. Tout bête. Et la pompe va s'arrêter toute seule ensuite. Donc l'arrosage aérien pose forcément des soucis parce que sur des espèces sensibles comme le pêcher, on peut avoir de la criblure, du coronium, ça fait des petites taches rouges. Là, tiens, d'ailleurs, je pense qu'on peut en voir une. Hop, je vais l'enlever. Ça finira à brûler. Vous voyez. Donc quand ce sont des plants qui sont déjà bien développés, c'est pas très problématique, mais sur des jeunes plants, ça risque de poser des soucis. Puis c'est pareil pour à peu près tout, hein. De toute façon, forcément, quand on a trop d'humidité tout le temps, ça pose de gros problèmes de développement de champignons, de maladies, etc. C'est pas censé se passer comme ça, de toute façon, naturellement, on n'est pas censé tout le temps avoir de la flotte. Donc voilà, donc ça vous donne un petit ordre d'idée comment ça fonctionne. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui. Pour l'eau, normalement, là, vous économisez à peu près au moins 4 fois l'eau que vous utiliseriez à la main. En aérien, ça aurait pu fonctionner aussi, j'en ai fait un petit peu au début, hein, mais comme j'expliquais, voilà, ça pose des problèmes de champignons. Je le garde uniquement pour une seule chose, je vais vous montrer. C'est pour tout ce qui concerne les porte-greffes, etc. que j'ai mis de côté ailleurs. Ou les plants que j'élève, on va dire un petit peu à l'arrache, que je force un peu au naturel. Parce que c'est très resserré. Donc du coup, ça génère forcément moins de pertes. Hein. Donc c'est très densifié. Moins de problèmes avec l'eau, donc on là.
Et du coup ici j'ai des poncirus par exemple, mais là en fait je les laisse pousser en conditions totalement naturelles depuis l'année dernière, donc on peut voir qu'ils sont pas mal grignotés par les escargots, les gastéropodes, un petit peu de néflux du Japon, les fameux pêchers naïous du coup qui ont germé à partir des noyaux, donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, mais bon là ce sont des jumeaux on va dire. Du sorbier des oiseleurs, alors là c'est les plaques miniers que j'ai mis en quarantaine parce qu'il faut que je surveille un petit peu au niveau racinaire comment ça se passe vis-à-vis des porte-rêves que j'avais reçus. Un petit peu d'amélanchier, vous voyez. Là du lotus, pareil, alors, le lotus il a vraiment une tendance à pouvoir s'en sortir même quand il a très peu d'eau, je les arrose très peu ceux-là. Et ils consomment moins de flotte et ils tiennent un petit peu mieux. Ça veut pas dire que ce sont des plantes qui supportent bien la sécheresse, elles arrêtent de pousser clairement quand elles n'ont pas d'eau, hein, comme toutes les plantes. Ça là-dessus, je suis d'une école, on pourra me dire tout ce qu'on veut sur les économies d'eau, c'est vrai, c'est important d'économiser l'eau, c'est important de pailler, c'est important de faire tout ce qu'il faut. Mais une plante sans eau, elle ne pousse pas, tout simplement. L'eau, c'est la vie, comme tous les êtres vivants, les plantes sont énormément composées d'eau, et sans eau, bah, pas de vie. Si vous voulez de la croissance, il n'y a pas tellement le choix. Donc voilà, ça vous donne un petit ordre d'idée. J'espère refaire d'autres petites vidéos comme ça me prend un petit peu de temps, et j'en avais pas beaucoup ces derniers temps avec tout le travail que j'avais, hein. Je vous laisse imaginer installer tout ça à la main. Mais bon, si ça vous intéresse, j'essaierai d'en faire d'autres, si j'arrive à trouver le temps sur le temps de travail. Là, j'aurai un petit peu d'alcalmie, il va falloir que je m'occupe de mettre à jour les fiches sur le site de la pépinière, sur pépiniature.com, que je rajoute quelques éléments sur le wiki aussi pour l'irrigation, pour vous donner un petit peu plus d'informations. Il va falloir que je mette à jour les listes de mise à jour pour la draft, pour leur déclarer les cultures que j'ai fait. Voilà, j'ai encore beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire, plus le développement forcément et les corrections de modules sur le site internet pour les modules d'enchères. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à la revoyure, portez-vous bien, et puis en espérant que je puisse refaire un peu plus régulièrement des vidéos si ça vous intéresse et que le sujet vous plaît. Je ne serai peut-être pas forcément amené à tout montrer non plus, pour l'instant en tout cas tant que je suis ici. Quand il y aura le terrain de 3 hectares 7, ce sera une autre histoire, parce que j'aimerais vraiment montrer l'installation et comment ça se passe. Mais là en l'occurrence, voilà, j'essaierai petit à petit de vous faire des topos et vous montrer un petit peu l'envers du décor du métier. Et des petites techniques pour les économies d'eau, parce que mine de rien, là c'est à grande échelle si je veux dire, enfin moyenne échelle, mais ça peut aussi intéresser des particuliers qui voudraient économiser l'eau tout simplement, donc c'est plutôt pas mal. Hein. En termes de prix, voilà, là c'est une pompe forcément qui est adaptée en termes de volume, etc. Donc c'était aux alentours de 450 €, les électrovannes sont à peu près à 22 € pièce. Ce qui est vraiment cher, c'est tout ce qui est petits accessoires en fait. Hein. Dès qu'on passe sur des clapets anti-retour, dès qu'on passe sur des flotteurs là-haut, installés au niveau des cuves, forcément, ce sont des prix qui sont assez conséquents. Le flotteur, je crois que j'en ai eu pour presque une centaine d'euros le kit entier. Au niveau des raccords, c'est très cher en France malheureusement quand on a du PE, alors que sur AliExpress ça vaut presque rien. J'ai quand même l'impression qu'ils se touchent pas mal au niveau de l'irrigation en France, hein, sur les prix. Le vase d'expansion, je crois que j'en ai eu pour une quarantaine d'euros. Les filtres, ils devaient tourner à peut-être 8 ou 9 € à peu près. C'était pas très cher. Donc, et les tuyaux, bah, forcément, ça représente aussi un morceau. Hein. Les 200 mètres, je crois que j'en ai eu pour en 32 mm. J'ai dû en avoir pour à peu près 80-90 €, frais de port compris. Donc voilà. Et là, j'ai les raccords. Alors, je ne vous ai pas montré, tiens, il faudrait peut-être que je vous montre ça maintenant. Là, c'est du temporaire, hein, étant donné que forcément, là déjà, il fait chaud. Il n'y a plus de pluie pour l'instant. Et surtout, bah, j'ai fait ça un petit peu rapidement parce que j'avais vraiment besoin d'eau suffisamment rapidement. Donc on a les câbles qui partent ici. Voilà. Vous pouvez voir là. Pour les électrovannes. Ici, on a notre boîtier électrique que j'ai ouvert pour l'occasion. D'ailleurs, je voulais vous montrer. Donc forcément, vous le maintenez fermé, un risque de sécurité sinon. Voilà, c'est pas pour rien qu'il y a des clés. Donc on est ici sur un transformateur 24 volts, enfin 230 volts vers 24 volts en courant alternatif, qui vient alimenter ici la carte OpenSprinkler, donc j'avais parlé de ça sur le tutoriel, de l'AgroLink, c'est l'ensemble en fait l'AgroLink, qui lui-même est contrôlé par ce qu'on appelle un Raspberry Pi. En fait c'est un micro-ordinateur sous Linux en gros, hein, avec un programme installé dessus qui gère la carte. Ce programme, je peux y accéder du coup par le réseau pour contrôler les vannes en temps réel, ou les programmer. Lui-même est branché par câble à ce routeur. Ce routeur, ça pourrait être n'importe quel routeur, mais moi j'ai choisi un routeur que je pouvais un peu bidouiller, c'est-à-dire que j'ai remplacé le logiciel d'origine dedans pour y mettre ce qu'on appelle OpenWRT. OpenWRT, il permet en gros de faire des choses que la plupart des routeurs ne permettent pas de faire, notamment là, par exemple, je peux récupérer du réseau de la maison derrière
par Wi-Fi pour ensuite le redispatcher par Wi-Fi ici, puis par câble sur le Raspberry Pi directement. Ici, du coup, on a les sorties sur le bornier pour chaque électrovanne. Donc, voilà, ça, c'est pas très stable, ça a pris un peu de chaud. Et de ce côté-là, on a le bornier pour les capteurs. Les capteurs donc de température potentiellement, d'humidité. Donc ici, j'ai le SMT50 par exemple, ou les capteurs de pluie. Alors, je ne l'ai pas dans le coin, mais à l'occasion, peut-être que j'installerai. L'avantage, c'est qu'on peut, en installant un assistant, qui est un gestionnaire normalement de domotique, mettre en place tout un tas de choses pour interagir par exemple avec la station météo que j'ai à la pépinière, les conditions météo prévues par Météo France ou Météo Agricole, ce genre de choses. Et là, du coup, on a l'alimentation à 24 volts, courant alternatif, du coup correspondant aux électrovannes forcément que j'ai derrière. Donc voilà, je pense que c'était plutôt pas mal que je puisse vous montrer ça. La pompe, au début, j'avais une prise connectée qui me permettait de la contrôler. Mais étant donné qu'elle se déclenche toute seule maintenant dès que j'allume les électrovannes, sur celle-là, j'ai plus besoin de faire ce genre de bidouille-là. C'est automatique. Ah, et puis j'oubliais, très important sur ce genre de carte, souvent les gens installent le système sur des cartes SD, sauf que les cartes SD, elles se dégradent très vite, c'est-à-dire qu'elles ont un cycle de lecture et d'écriture très limité. Donc, idéalement, on branche en USB externe un SSD qui, du coup, a une longévité largement supérieure et pour un coût inférieur en termes de capacité. Voilà. Donc, je pense que j'ai à peu près fait le tour, je vous ai tout montré. Donc, c'est fonctionnel en l'état. Il me manque juste pour cette cuve du dessous, ici, on peut voir le bouchon, du coup, c'est assez problématique. Parce que la première fois que je l'ai rempli avec la cuve du dessus, forcément en bas il n'y avait pas de sortie d'air et la palette ici bloquait tout. Il n'y avait pas d'évacuation de l'air et du coup ça a gonflé et celle du dessus qui était même pas encore remplie parce que ça partait sur celle du bas s'est levée et a failli tomber. Donc ça c'est quelque chose que je n'ai pas forcément anticipé. Donc je vais surélever cette partie là, c'est important de surélever la palette. Des fois c'est en alu, ça dépend. Hein. Ici par exemple là, on est en galva pardon. Ici c'est du galva, là c'est du bois, donc il faudra que je surélève ça, je trouve un moyen. J'ai commandé un bouchon de remplacement ici, avec une sortie de tuyau qui viendra passer derrière pour remonter au-dessus du niveau, pour ne pas déborder tout simplement quand on remplit. Et l'idéal, ce serait que je mette une petite grille anti-moustique avec suffisamment d'air pour pouvoir passer et sortir sans qu'il y ait de problème avec la pression et la dépression. Donc voilà, je vous ai fait un petit topo, je pense, un petit tour. Si vous avez besoin de plus d'informations et plus de questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je ne vais pas vous dire de vous abonner, laissez un pouce bleu, c'est pas trop le genre de la maison. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas surtout. Sur l'irrigation, c'est quelque chose que je partage quand même assez largement parce que je pense qu'on a tous les mêmes problèmes vis-à-vis de l'eau. C'est hyper important de la préserver et de faire en sorte de l'économiser. Et ce genre de système-là, en fait, c'est quelque chose... C'est un investissement, hein, c'est un coût. Hein, vraiment, je pense que cette année, j'ai dû faire à peu près 1400 € d'investissement sur l'irrigation. Si je compte la pompe, les accessoires et tout un tas de choses. Bon, il y avait des choses que j'ai quand même récupérées. Le total avec l'agrolink derrière, tout le matériel, l'armoire, l'open sprinkler, etc. Je pense que je suis pas loin des 2500 €. Mais en le faisant soi-même, clairement, ça m'a coûté 3 fois moins cher que ce que j'aurais dû payer si j'avais acheté des choses toutes faites. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est tous dans le même bateau. Vous soyez maraîcher, pépiniériste, arboriculteur ou simple particulier. Parce que l'eau, c'est notre ressource vitale, on en a de moins en moins, le climat change, les nappes se vident dans pas mal de régions. Et s'il y a bien quelque chose que je veux bien partager sur mon travail, c'est ça, c'est la priorité, je pense. Avec les plans évidemment et tout ce que je fais, mais si on veut pouvoir avancer dans le bon sens, à ce niveau-là, il faut préserver la ressource en eau. Et malheureusement, il n'y a pas 36 moyens de le faire, il faut du travail, du courage, de la volonté, faire des recherches et des tests, parce que il a bien fallu que je fasse des tests avant de mettre tout ça en place pour vérifier que tout ça fonctionnait correctement. Et maintenant là, clairement je gagne mon temps parce qu'avant je passais 2 heures le soir à arroser tous les plants en perdant des quantités d'eau phénoménales. Et là en 2 minutes c'est fini quoi. Les plants sont arrosés tant que les mottes sont légèrement humides. Et surtout on évite aussi de surarroser, c'est-à-dire que les plants, moi je pars du principe qu'il ne faut pas les chouchouter. On peut s'en occuper bien, les accompagner, etc. Mais si on leur donne trop d'eau de base, ils vont juste s'habituer à des racines qui vont être tolérantes à ce milieu-là. Et puis le jour où le plant est implanté sur un lieu où il y a moins d'eau, ça devient bien plus compliqué. Donc voilà. Allez, cette fois je vous dis vraiment à la revoyure. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez besoin de quoi que ce soit. Je suis prêt à répondre, j'ai un peu plus de temps maintenant. Et puis portez-vous bien en espérant que vous soyez nombreux pour la prochaine saison d'ouverture qui devrait intervenir du coup au 1er septembre. Donc 1er septembre, je fais les ouvertures en vente directe, c'est-à-dire que vous venez ici, pour ceux qui sont dans le coin ou limitrophes du département, dans le Tarn, Briatext.
Vous prenez rendez-vous simplement avec moi, et puis moi je vous accompagne pendant une demi-heure, une heure en général, je fais ça, et puis voilà. Donc 1er septembre, c'est porte ouverte, tout le monde peut venir. Donc là, en gros, c'est accueil toute la journée. À partir du 2, c'est sur rendez-vous. Et à partir du 1er octobre, je fais des expéditions. C'est-à-dire que moi, je fais des pieds qui sont relativement rares pour beaucoup. J'ai une très grande diversité. Alors, je pensais faire 200 variétés, mais j'en ai pas autant. Et l'idée, c'est que chacun puisse en profiter quand même un petit peu, hein, que ça puisse se répandre en France. Donc voilà. Expédition dans toute la France et peut-être même la Belgique cette année, à voir. Et aussi, je profite pour parler d'une petite chose que j'avais complètement oubliée, c'est que j'ai ouvert un concours. S'il y en a qui veulent gagner l'équivalent d'à peu près 210 € de plans, il y a 7 plans à gagner si vous participez sur le post Facebook sur la page Pépinature. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Moi c'est pareil, ce sera sur rendez-vous ou expédition, c'est en fonction de ce que vous voyez pour ceux qui gagneront les plans. Sachant que c'est un lot de 7 plans, c'est pas 7 plans répartis entre 7 personnes. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à la broyure et à la prochaine.